Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Dans la série Lumière d'Islam, nous allons aborder avec vous en cette matinée un moment très important de l'histoire de l'Afrique du Nord, incarné par une figure emblématique, Obaïd Allah al-Mahdi, celui qui avait fondé une grande dynastie fatimide chiite d'obédience ismaélienne et qui va régner pendant un grand moment de l'histoire. Nous allons le voir tout cela avec notre invité David Bramoulet. Bonjour. Bonjour. Merci donc de venir nous parler justement de cette grande dynastie des Fatimides, d'Obaïd Allah al-Mahdi. Vous êtes historien, docteur en histoire et vous connaissez très bien cette période de l'histoire du Maghreb. Vous allez tout à l'heure nous en dire davantage. Mais avant de revenir avec vous sur cette grande période et cette figure qu'est Obaïd Allah al-Mahdi, regardez avec moi ainsi que nos téléspectateurs le document qui nous restitue d'abord qui est Obaïd Allah al-Mahdi. Regardez. Obaïd Allah el-Mahdi, imam ismaélien et premier calife de la dynastie fatimide, est né en Syrie. C'est le prédicateur chiite Abu Abdellah al-Shii, installé à Ekjan, près de Sétif en Algérie, qui va conquérir Raqqada, près de Kérouan, et mettre en déroute les troupes aralabides. Il fera venir le maître des Ismaéliens, Obaïd Allah el-Mahdi. Celui-ci s'installera triomphalement à Raqqada en janvier 910. Il prend le titre de calife et de commandeur des croyants. Obaïd Allah el-Mahdi quitte Raqqada en 912 pour aller vers l'est de la Tunisie actuelle. Il fonde Mahdiya, où il s'installe en 921. Mahdiya devient la capitale de la dynastie des Fatimides. Elle s'équipe d'une flotte militaire puissante et assurera à la dynastie la suprématie en Méditerranée pendant un demi-siècle. Mahdiya est surnommée par les Fatimides l'invincible, la conquérante, à l'image de sa forteresse dressée face à la mer. Les derniers vestiges des riches palais fatimides ont aujourd'hui disparu sur les tombes du cimetière marin. La dynastie fatimide régnait du Maghreb à la Sicile, mais elle gardait un œil tourné vers l'Orient, vers un village nommé Fousta, qui deviendra El Kahira, le Caire. Document signé Mohamed Chenaf. David Bramoulet, d'abord un commentaire sur ce que nous venons de voir. Obaïd Allah al-Mahdi nous vient de Syrie. D'abord, il est né en Syrie. Quel était le contexte à l'époque ? Alors le contexte, la Syrie fait partie du califat abbasside et Obaïd Allah ainsi que ses prédécesseurs qui avaient lancé le mouvement ismaélien se cachaient dans la petite ville de Salamiya, aux portes du désert syrien, pour tenter de passer inaperçus. Ils avaient pris l'apparence de marchands et donc à partir de la fin du 9e siècle, Obaïd Allah va fuir la Syrie pour échapper en quelque sorte à la police secrète abbasside qui voulait lui mettre un peu la main dessus. Et il va, en passant par l'Égypte, arriver jusqu'au Maghreb où le missionnaire Abu Abdellah al-Shii avait déjà préparé le terrain pour pouvoir installer plus confortablement la dynastie. Alors, ouais. Précisément, je l'ai rappelé tout à l'heure au début de cette présentation, que Obaïd Allah al-Mahdi était un chiite d'obédience ismaélienne. D'abord, cette tendance ismaélienne est une tendance minoritaire dans le chiisme. Exactement. Aujourd'hui, il représente très peu un courant minoritaire, très peu de personnes, moins de 20% peut-être sans doute. Est-ce qu'on peut avoir très rapidement, je dirais, la distinction? Qu'est-ce qui distingue? Parce qu'il y a deux grands tendants dans le chiisme, il y a les duodécimains et puis il y a les ismaéliens qui sont minoritaires, comme vous l'avez dit, ils représentent à peu près 20% des chiites. Quelle est très rapidement la distinction pour que nos téléspectateurs comprennent d'abord qu'est-ce que c'est? En faisant très simple, les deux courants se disent descendants de Al-Hussein, un des fils de Ali et Fatima, la fille du prophète, mais les Ismaéliens, ou qu'on appelle aussi les Septimains, se distinguent de l'autre courant, car ils disent descendre d'un fils Ismaël, d'accord, qui était un fils cadet de la grande lignée des descendants de père en fils, la grande lignée qui a été respectée par le courant majoritaire du chiisme. Et donc ce fils Ismaël a lui-même un autre fils, et donc c'est à partir de là que s'est lancé, d'après les textes ismaéliens, la dynastie.
Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est parti pour fuir les Abbassides, parce que les Abbassides n'étaient pas très tendres avec, je dirais, ceux qui n'étaient pas sunnites. Il n'était pas très tendre avec ceux qui n'étaient pas sunnites et surtout il voulait éliminer tous les candidats potentiels au califat. Et donc les Ismaéliens qui prétendaient justement incarner les vrais califes en tant que descendants du prophète avaient pour objectif à terme d'éliminer le califat abbasside. Donc les Abbassides voulaient prendre les devants d'une certaine manière et éliminer, tuer dans l'œuf pratiquement tous ceux qui pouvaient un jour ou l'autre prétendre prendre leur place. Alors avant de voir Obaïdallah venir dans cette partie du Maghreb, d'abord à Sijil Massa, ensuite en Tunisie, il y avait celui qui y avait préparé, en tout cas c'est arrivé, car c'était un peu le précurseur. Qui était-il ? Alors, Abu Abdallah al-Shii est un des missionnaires, puisque le mouvement, le courant ismaélien à partir de sa montée en puissance en Syrie, a lancé un peu partout dans le monde musulman des missionnaires pour en quelque sorte tâter le terrain et tenter de convertir des populations locales. Et donc ce missionnaire, Abu Abdallah, avait été, après un stage au Yémen, il avait suivi une caravane de pèlerins maghrébins qui rentraient chez eux. Il s'était fait accepter d'eux et il avait pu comme ça rentrer avec eux jusqu'en Petite Kabylie. Et il avait réussi petit à petit à les convertir à la foi ismaélienne. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Abu Abdallah Shii va d'abord sceller un début d'une alliance avec les populations berbères du Maghreb, ce qui est un peu, disons, pour un chiite arabe du Moyen-Orient, assez original. Alors, il faut bien comprendre que le mouvement ismaélien, le mouvement chiite en général, voulait faire arriver sur terre une ère de justice. Et donc les berbères se considéraient comme injustement traités par les émirs arlabides, dont on a rapidement parlé dans le document, qui étaient de descendance arabe pure et qui traitaient mal d'une certaine manière tous ceux qui n'étaient pas de descendance arabe pure. Donc le mouvement chiite a réussi à naître justement sur les mécontents dont faisaient partie les berbères. Alors il faut rappeler que un des fondamentaux de la doctrine chiite consiste à l'arrivée de l'imam caché. C'est la différence d'ailleurs entre les Ismaéliens et les duodécimains, puisqu'ils considèrent qu'il y a 12 imams. Oui. Précisément, le nom de Mahdi invoque justement l'imam caché. Oui, alors le nom d'Al-Mahdi, qui a en fait deux noms, Al-Mahdi et Al-Qaïm, c'est les deux noms qui sont accolés généralement, invoque celui qui est caché et qui va revenir pour être en quelque sorte le véritable calife, le véritable imam qui va pouvoir guider la communauté des croyants. Alors, il arrive et dans un premier temps, il arrive pas du tout en Tunisie, même pas en Algérie, il va donc atterrir dans cette région du sud du Maroc, on appelle Sijil Massa, il sera même emprisonné. Exactement. En fait, dans sa fuite, arrivé à Tripoli, capitale de la Libye aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il ne peut plus aller vers l'Ifriqiya, la Tunisie actuelle, parce que les Arlabides, les émirs en titre de la région, contrôlent bien les environs. Et donc, il décide de suivre une caravane qui, à travers le Chotejérid, le désert, va le conduire jusqu'à un carrefour caravanier très important à l'époque, Sijil Massa, où le souverain, voyant cet homme arriver, il faut imaginer que le futur Mahdi, puisqu'il ne s'est pas déclaré véritablement en tant que tel, arrive avec un grand équipage en quelque sorte. Donc il inquiète un peu les autorités locales et au bout d'un moment, le Mahdi va être arrêté effectivement. Et c'est en cellule qu'il suivra plus ou moins la progression de son missionnaire et l'essai de son missionnaire en Tunisie. Il sera d'ailleurs emprisonné à la demande même des Arlabides, parce qu'il constitue déjà un danger pour eux. Alors, les Arlabides ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire en réalité, donc mieux vaut prévenir que guérir en quelque sorte, et donc ils avaient décidé de demander à ce gouverneur qui reconnaissait de loin les Arlabides, puisque le souverain de Sijil Massa n'était pas véritablement... n'obéissait pas véritablement aux Arlabides, mais en tout cas, bon, ils pouvaient suivre leurs conseils. Elle régnait principalement en Tunisie. En Tunisie et en Sicile. Et en Sicile. Voilà, et en Sicile, qui était un autre grand territoire musulman à cette époque. Et donc, effectivement, pour éviter tout problème, le souverain de Sijil Massa a décidé de faire enfermer Al-Mahdi. Alors, qui va faire appel à lui pour pouvoir, d'une certaine façon, construire une autre dynastie et qui sera plus tard un empire? Comment le processus de l'installation en Ifriqiya va se
va se faire? Alors, comme on a parlé des Arlabides, les émirs Arlabides, qui étaient pratiquement en Ifriqiya depuis presque un siècle, étaient de moins en moins bien acceptés par la population locale. Donc le missionnaire Abou Abdallah va profiter du mécontentement de ces troupes berbères qui vont conquérir et qui vont s'emparer de la capitale dans la banlieue de Kérouan aujourd'hui, capitale Rakada à l'époque. Et à partir de là, Abou Abdallah va aller en quelque sorte récupérer celui qui devait être le calife, et donc il va aller en expédition jusqu'à Sijil Massa. Il va assiéger la ville de Sijil Massa pour prendre et libérer le Mahdi qu'il va ramener au bout d'un temps. Et pourquoi il s'adresse à le Mahdi précisément? Que représentait la figure de Mahdi dans ses yeux? Pour tous les missionnaires ismaéliens, le Mahdi était la personne qu'ils attendaient depuis des générations. Et donc c'était en quelque sorte le nouveau souverain, celui qui allait, comme je l'ai dit tout à l'heure, amener une nouvelle ère de justice, de paix, de prospérité dans le monde musulman. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement important pour Abou Abdallah, qui faisait partie d'un vaste réseau de missionnaires qui allait de l'Inde jusqu'à l'Espagne, à l'Andalous à l'époque. C'était une figure emblématique, Ubayd Allah al-Mahdi? Effectivement, c'était une figure emblématique. Est-ce qu'elle était une figure également charismatique? Alors, charismatique, c'est un des problèmes de Ubayd Allah al-Mahdi, puisque dans la tradition chiite, celui qui allait porter le titre d'al-Mahdi était censé être un jeune homme, un grand conquérant. Or, on s'aperçoit que al-Mahdi est un marchand, il a toujours vécu comme un marchand. Il a 35 ans quand il devient al-Mahdi, donc il n'est plus tout à fait un jeune homme. Et il n'a pas du tout l'apparence qu'on attendait, puisque effectivement, on attendait quelqu'un de fort physiquement. Et donc, ça va dérouter un bon nombre de personnes, dont d'ailleurs Abou Abdallah al-Cheikh, qui va avoir des doutes sur la personnalité. Son physique impressionnait tellement puisqu'il est en décalage par rapport à la réputation, parce que justement on attendait un charismatique, un homme qui représente le pouvoir. C'était pas le cas. Pas du tout, il n'était pas du tout impressionnant. Et parmi les choses qui ont dérouté, c'est qu'on attendait quelqu'un d'assez simple dans sa vie. Or, il vivait de manière... Il avait prospéré en tant que commerçant et il vivait dans une situation, on va dire, financière assez confortable. Et donc, ça a fait aussi partie des éléments qui ont contribué à ce qu'au début, il soit finalement pas tout à fait accepté, que ses premiers temps en tant que Mahdi se passent pas si bien que ça. Mais le parcours de Ubayd Allah est un parcours aussi d'un homme habile, puisqu'il finira par, je dirais, ramener des populations entières, des tribus entières à sa cause, d'où d'ailleurs la prise de Rakada, qui sera un peu la porte pour la future fondation. Oui, effectivement. Alors, il faut rendre à César en quelque sorte ce qui appartient à César, puisque c'est quand même son missionnaire qui a fait tout le travail, et al-Mahdi a largement profité du travail préalable. Et donc Abou Abdallah al-Cheikh, en ramenant de Sijil Massa jusqu'à Rakada le Mahdi, c'est lui qui avait fait le plus important du travail de conquête, puisqu'on s'aperçoit que dans l'histoire du Mahdi, il n'a jamais pris part à aucune bataille en réalité. Mais par contre, c'est un très habile politique qui a réussi à manœuvrer parmi les populations pour arriver petit à petit à se faire accepter en tant que Mahdi, ce qui n'était pas une chose facile. Alors, il va mettre en crise, voire même en péril, la dynastie Arlabide, puisqu'il va donc conquérir l'Ifriqiya, l'actuelle Tunisie. Comment cette conquête s'est déroulée? Alors, encore une fois, il faut revenir à la figure de Abou Abdallah, puisque le précurseur, celui qui prépare véritablement, puisqu'il arrive, il est pratiquement 20 ans avant l'arrivée du Mahdi, il est déjà en Ifriqiya. Donc il va faire un travail extrêmement long, en profondeur, pour arriver à convertir des foules d'une tribu, des Koutama, tribu berbère, qui vont... petit à petit, arriver à éliminer les troupes officielles dans chacune des villes où les émirs Arlabides avaient des gouverneurs et des troupes. Toutes les villes vont tomber les unes après les autres. Alors ça ne va pas se faire tout de suite, évidemment, parce que je vous dis, ça prend presque 20 ans. Mais dans les dernières 5-6 années, le mouvement s'accélère, puisqu'encore une fois, les Arlabides gèrent mal leur région. Et donc, la conquête va s'accélérer à partir des années 907-908 jusqu'à ce qu'en 910, enfin, le Mahdi soit officiellement proclamé dans ce qui était la capitale des Arlabides, c'est-à-dire Rakada.
Il sera donc proclamé émir et plus tard émir des croyants et calife également d'un empire. C'est ce que justement le document qui va suivre nous montre. Le voilà installé dans son empire et qui va fonder la ville de Mahdia. Regardez. Les descendants de Obeid Allah el-Mahdi vont conquérir tout un empire, du Maroc actuel jusqu'au Moyen-Orient. Le Caire est une réplique de la première capitale fatimide, Mahdia. En 169, ils occupèrent le Caire et aujourd'hui une rue porte le nom du calife El-Mouez. Cette métropole colossale aux innombrables mosquées est aussi depuis des siècles l'une des capitales intellectuelles et théologiques du monde musulman. Dès l'origine, il y a 1000 ans, les fidèles prirent l'habitude de venir à cet endroit écouter les prêches des imams de la mosquée d'El-Azhar, fondée en 970. C'est ainsi que l'enseignement d'El-Azhar est devenu une référence dans le monde musulman. Il ne reste de cette dynastie musulmane, descendante du prophète Mohammed, que quelques mosquées et un quartier pratiquement en ruine. Presque plus rien n'indique que pendant 2 siècles, les Fatimides ont donné au monde musulman un rayonnement exceptionnel. Les Fatimides n'ont pas vraiment créé d'architecture propre, mais ils ont développé les formes existantes et ont porté toutes les techniques à leur apogée. Ils ont créé un art et une civilisation, en particulier l'art de la céramique ou le travail du verre. Ils ont légué un héritage très riche. Document toujours signé Mohamed Chenaf. David Bramoulet, qu'est-ce que ce reportage, ce documentaire vous inspire ? Alors, comme tout fondateur de dynastie, le Mahdi va prendre rapidement conscience qu'il lui faut sa propre capitale et justement les sources nous disent qu'il va arpenter le littoral, visiter Carthage, visiter Tunis pour trouver un site propice et ce site il va le trouver à El-Mahdi, ville qui va porter son nom. Donc il commence les travaux à partir de 916 et ces travaux sont achevés en 921. C'est ce moment-là qu'il s'installe avec sa cour dans cette capitale où il va fonder une mosquée qui reste encore et une porte d'entrée colossale qui est là aussi un des seuls vestiges de la vie fatimide de Mahdia. Alors il va donc fonder cette capitale, d'ailleurs qu'il va nommer l'invincible. Est-ce que finalement les visées réelles, j'allais dire stratégiques de Mahdi, ce n'était pas la conquête de Bagdad à partir d'un point de départ qui est Mahdia ? Si, bien sûr. Les Fatimides et les Ismaéliens ont pour objectif l'élimination de ce qu'ils appellent les faux califes. Et donc les califes abbassides sont des cibles pour les Fatimides qui souhaitent revenir vers le centre de la légitimité islamique, c'est-à-dire l'Irak, c'est-à-dire Bagdad. Et donc, effectivement, on s'aperçoit quand on regarde une carte que, en quelque sorte, Mahdia pointe dans cette direction de l'Orient et très vite, les Fatimides vont lancer des expéditions terrestres, puis des expéditions terrestres et navales pour tenter d'aller vers l'Orient, pour tenter d'avancer vers Bagdad. Alors, nous allons connaître, et le monde musulman va connaître à ce moment précis de l'histoire, un fait nouveau, à savoir l'existence de 2 califes qui sont munis d'une double légitimité, puisque le calife abbasside et le calife fatimide vont tous les deux se réclamer, vont porter le nom et le titre de émir des croyants. C'est un fait nouveau dans l'histoire du monde musulman. Effectivement, c'est un fait nouveau, et les Fatimides, les Ismaéliens, insistent bien sur le fait qu'ils sont des descendants des enfants du prophète de l'islam. Et donc c'est à eux, comme tous les chiites le prétendent, que c'est à eux que devait revenir à l'origine le califat. Et bien sûr, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de reprendre l'héritage du gendre du prophète Ali, qui est le référent principal? Oui, Ali est le référent principal. Après son assassinat, il va être la figure très importante de laquelle se réclament tous les mouvements chiites, et notamment le mouvement ismaélien. Alors,
Nous allons voir, une fois cette fonction se concrétiser, l'installation de l'Empire fatimide, le titre du calife, nous allons voir, Obaïdallah va donc partir vers l'Orient et d'abord en Égypte. Alors, Obaïdallah, en tant que tel, ne va pas partir. Il va envoyer son fils. Il envoie effectivement une expédition. Al-Qaïm, qui va tenter une première expédition en 915, qui est un échec. Retour à Ahmadiyya pour tenter, pas Ahmadiyya, mais retour en Ifriqiya pour tenter de reconsolider un peu et de remotiver les troupes. Et puis deuxième tentative en 921. Et enfin, c'est finalement le 4e calife de la dynastie, donc Al-Moïse, qui va réussir la conquête à partir de 969. Et finalement, les Fatimides arriveront jusqu'en Égypte et vont évidemment installer définitivement, d'une certaine façon, un empire en Égypte. Ils s'installent en Égypte, toujours avec l'objectif de conquérir Bagdad et l'Irak abbasside. Alors en attendant, ils vont conquérir la Syrie-Palestine, ils vont conquérir les villes saintes de l'islam, ils vont même avoir des dynasties affidées en quelque sorte jusqu'au sud du Yémen et ils vont lancer des tentatives toujours vers l'Irak. En fait, ils veulent encercler d'une certaine façon l'Irak, enfin l'Empire abbasside. Ils veulent l'encercler, ils veulent l'étouffer économiquement pour l'éliminer, pour prendre la place définitivement dans le monde musulman, pour être le seul véritable calife. Et ils vont presque réussir. En 1058, un général turc va réussir à, en quelque sorte, chasser le calife abbasside et à proclamer la prière au nom des Fatimides à Bagdad. Donc c'est presque une réussite, mais presque au moment où le calife fatimide, qui s'appelle alors à l'époque Al-Mustansir, va presque entamer le voyage pour aller en quelque sorte vers ce qu'il estime lui appartenir, eh bien les troupes abbassides vont reprendre, au bout d'un an, vont reprendre le terrain et on sait dans les sources que c'était une grande cause de chagrin pour Al-Mustansir de ne pas avoir réussi à s'implanter définitivement à Bagdad. Alors la fondation du Caire, Al-Qahira, la victorieuse, est un des faits majeurs des Fatimides. Effectivement, la ville du Caire, qui est à l'époque un peu au nord d'une autre grande ville, Fustat, qui est la grande ville fondée par les conquérants de l'islam. Donc cette ville du Caire va prendre une place considérable avec des grands bâtiments comme la mosquée Al-Azhar et plusieurs autres mosquées, les grands palais, 2 palais. Il y a toujours 2 palais dans les capitales fatimides. Et donc c'est une ville qui va exercer un rayonnement intellectuel pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Rayonnement intellectuel à travers aussi la fondation d'Al-Azhar. C'est la grande université qui était d'abord fatimide. C'est une université fatimide, ismaélienne, dans laquelle on faisait justement l'enseignement des principes de l'ismaélisme, en quelque sorte. Alors, combien de califes vont régner sur cette Égypte fatimide ismaélienne ? Alors on a pratiquement une dizaine de califes au total, entre Al-Moïse, qui est le premier calife à avoir régné sur l'Égypte, et les derniers califes qui sont en fait que des enfants, qui sont des sortes de pantins entre les mains d'un grand personnage extrêmement connu qui est Salah ad-Din, qui va éliminer, de l'intérieur, on a effectivement environ une dizaine de califes qui vont se succéder. Alors évidemment, Obaïdallah al-Mahdi ne va pas survivre à toute cette dynastie, évidemment. Et il mourra quand et comment ? Alors, il meurt en 934, de sa belle mort, en quelque sorte. Dans son lit de mort ? Dans son lit de mort. Et tout de suite, il est remplacé par le successeur qui avait été désigné bien longtemps avant, dès les années 910 pratiquement, celui qui va prendre le titre, Al-Qaïm. Alors, l'histoire dit, et les faits le montrent, que la présence des Fatimides, à la fois en Ifriqiya, l'actuelle Tunisie, et en Égypte, sera un moment d'une grande ouverture, d'une grande tolérance. Ils seront ouverts à tous les autres, à toutes les grandes religions, et ils ne seront pas du tout des persécuteurs, peut-être à l'exception d'un de leurs califes. Mais, grosso modo, c'était une grande dynastie très ouverte. Effectivement, les califes fatimides étaient relativement conscients qu'ils représentaient un courant minoritaire de l'islam et arrivés au Maghreb où le sunnisme régnait en maître, ils se sont aperçus que convertir les populations par la force ne servait à rien. Donc ils ont préféré en quelque sorte les convaincre, entre guillemets, par la douceur, et ils ont été assez ouverts avec tous les autres cultes, que ce soit en Ifriqiya, puis ensuite en Égypte. Les populations qu'on qualifiait alors de minoritaires, les chrétiens ou les populations juives, ont été assez bien acceptées. On a énormément de personnages d'origine chrétienne ou d'origine juive qui se soient convertis à l'ismaélisme ou pas convertis, qui ont travaillé dans l'administration fatimide. D'ailleurs, la dynastie fatimide porte bien
le nom, le prénom de la fille du prophète Fatima, ce qui explique d'ailleurs cette appellation. Oui, effectivement, puisqu'il se proclame des enfants de la fille du prophète, et donc effectivement, ils ont pris le nom de Fatima. C'est très rare qu'une dynastie musulmane porte le nom d'une femme. Oui. C'est une exception dans l'histoire du monde musulman, peut-être. À ma connaissance, oui. Alors, cette dynastie fatimide qui va, à un moment donné, comme toutes les grandes dynasties, comme tous les grands empires, cet empire va périr. Mais quels sont les principaux faits de cette dynastie? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme traces? Ils ont essentiellement laissé aujourd'hui des traces dans le bâti, même s'il ne reste plus énormément de choses. Mais on a notamment, alors en Ifriqiya, il reste dans la mosquée de Mahdiya, le port qui subsiste encore, même s'il a évolué. Et en Égypte, il y a encore des mosquées, il y a des pans entiers des fortifications du Caire qui ont été peu à peu découvertes par les archéologues, de grandes fortifications construites à l'époque justement du calife Al-Mustansir, celui qui avait réussi à faire proclamer son nom à Bagdad, qui subsiste encore aujourd'hui dans le bâti urbain du Caire. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire du monde musulman est jalonnée par cette succession dynastique allant des Omeyyades, des Abbassides, des Fatimides, comme aussi une grande dynastie qui sera remplacée après par d'autres dynasties? Et d'ailleurs, celui qui va mettre fin à cette dynastie, c'est Salah al-Ayyubi Saladin. Saladin, effectivement. Qui va rapatrier, si j'ose dire, effectivement, l'Empire. Il va presque de l'intérieur, puisqu'en fait, Saladin, on ne le sait pas assez, est le dernier vizir fatimide, puisqu'il a réussi à se faire en quelque sorte... C'est une révolution du palais en quelque sorte? Pratiquement, c'est une révolution du palais. Il a réussi, au temps des croisades, donc période particulièrement difficile, à rentrer au service des Fatimides et à éliminer de l'intérieur pour de nouveau proclamer le sunnisme conquérant au Caire et en quelque sorte proclamer la légitimité abbasside. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui dans l'histoire et dans l'esprit des musulmans de cette dynastie fatimide, chiite, ismaélienne, faut-il le rappeler? Ils ont été un peu oubliés, j'ai l'impression. Lorsqu'on va en Égypte et qu'on évoque le nom des Fatimides, effectivement, on va citer la population, va être capable de citer des noms de bâtiments, mais finalement, sur ce qu'ils ont vraiment fait, peut-être parce qu'ils incarnaient un courant minoritaire, la population de l'islam aujourd'hui est peut-être un peu oubliée ce qu'ils ont fait à cette époque. Courant minoritaire, vous l'avez dit, nous rappelons tout simplement que la figure emblématique d'aujourd'hui, c'est l'Aga Khan, qui est bien sûr l'incarnation de ce chiisme ismaélien. David Bramoulet, merci infiniment d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir éclairé sur cette grande dynastie fatimide. Un certain nombre d'ouvrages nous ont aidés à préparer cette émission. D'abord, Trésor fatimide du Caire, vous venez d'en parler, qui est publié par l'Institut Monde Arabe. Toujours la fondation de la philosophie politique en islam, la cité vertueuse d'Al-Farabi, aux éditions Champ Flammarion. Et puis ce magnifique ouvrage qui a fait l'objet d'une très très grande, belle exposition dans l'Institut Monde Arabe. Vous le trouverez dans cette collection Art de l'Islam. Et puis, je ne résiste pas à la tentation de vous présenter mes petites recettes magiques du Maghreb, un ouvrage sur la cuisine maghrébine de Carole Garnier, une préface de Shamsuddin Hafid et Khadija Bouasria aux éditions Le Duc. Voici donc, cette émission est terminée. Vous pouvez la regarder sur le site de France 2, rubrique Les chemins de la foi, et vous cliquez sur votre émission Islam. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche, très très bonne semaine. À très bientôt. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina